Au cœur des montagnes des Cascades, là où les sentiers de randonnée se perdent dans une forêt dense et où les signaux de téléphone portable meurent, le photographe amateur Jake Morrison découvre quelque chose qui ne devrait pas exister. Une voiture de patrouille de 1987, abandonnée et rouillée, repose, oubliée, ses vitres recouvertes de toiles d'araignée après des décennies de négligence. À l'intérieur de la voiture, Jake trouve un sac de scellés taché de sang contenant des photographies d'enfants disparus, un insigne de shérif appartenant à quelqu'un qui est censé être mordant. L'exercice de ses fonctions, et une note manuscrite qui dit « Ils sont toujours là-bas ». La vérité est enfouie avec les corps. Ce que Jake ne réalise pas, c'est que sa découverte vient de le connecter à l'affaire non résolue la plus célèbre de l'histoire du Nord-Ouest Pacifique. 3 familles détruites. Un département du shérif corrompu et un tueur qui se cache à la vue de tous depuis 30 ans, croyant que ses secrets étaient à jamais enterrés dans ces bois reculés. Mais pourquoi quelqu'un a-t-il voulu que Jake trouve ses preuves? Maintenant, avant de reprendre, dites-nous d'où vous nous écoutez. Si cette histoire vous touche, assurez-vous de vous abonner, car demain je vous ai réservé quelque chose de très spécial. Les mains de Jake tremblaient alors qu'il tenait l'insigne du shérif à la lumière filtrée du soleil qui traversait la canopée. Insigne numéro 247. Le métal était terni, mais la gravure restait claire, adjoint Marcus Oley. Jake sortit son téléphone, reconnaissant pour la seule barre de signal qu'il avait réussi à capter, et photographia l'insigne sous tous les angles avec la précision méthodique qui avait fait sa réputation de photographe d'investigation le plus minutieux de la région. Le sac de scellés taché de sang gisait ouvert sur le capot du véhicule. Son contenu était étalé comme les pièces d'un puzzle qui attendait d'être résolu depuis 30 ans. 3 photographies Polaroid montraient des enfants qui ne pouvaient pas avoir plus de 12 ans. Chaque photo portait un horodatage du début des années 1990. Chaque enfant arborait le genre de sourire forcé qui témoignait de la peur plutôt que de la joie. Les instincts professionnels de Jake se sont déclenchés. Il a tout documenté, le positionnement des objets dans la voiture, la façon dont la rouille avait envahi les poignées de porte, l'emplacement exact où il avait trouvé chaque pièce de preuve. Son appareil photo cliquait sans relâche pendant qu'il travaillait, créant un enregistrement numérique impossible à contester ou à rejeter. Mais à mesure qu'il travaillait, les questions se multipliaient. Pourquoi ces preuves étaient-elles là? Apparemment intouchées depuis des décennies. Pourquoi la voiture n'avait-elle pas été trouvée auparavant? Le sentier de randonnée n'était pas particulièrement reculé. Jake l'avait choisi spécifiquement parce qu'il était bien balisé et relativement sûr pour les expéditions photographiques en solo. La note manuscrite le dérangeait le plus. Le papier était jauni par l'âge. Mais l'encre n'avait pas pâli autant qu'elle aurait dû après 30 ans d'intempéries montagnardes. Quelqu'un avait placé ces preuves récemment, les arrangeant soigneusement pour qu'elles soient découvertes. Le téléphone de Jake vibra avec un SMS de son rédacteur en chef du * Cascade County Weekly *. Où sont ces photos de randonnée? La date limite est demain. Dans des circonstances normales, il serait déjà rentré chez lui avec des cartes mémoire pleines de paysages. Au lieu de cela, il se retrouvait face à des preuves de ce qui semblait être des crimes non résolus. Il pensa à appeler le 911, mais quelque chose le retint. Si l'adjoint Marcus Oley était censé être mort, et si ces photos montraient des enfants disparus depuis des décennies, alors quelqu'un dans les forces de l'ordre avait été soit incompétent, soit complice. Jake avait couvert suffisamment d'histoires de corruption dans les petites villes pour savoir que le mauvais coup de téléphone pouvait faire disparaître des preuves définitivement. Au lieu de cela, il prit une décision qui allait tout changer. Il remballa soigneusement le sac de scellés, photographiant chaque étape du processus. Il nota les coordonnées GPS exactes de l'emplacement du véhicule. Puis, il remit tout dans la voiture et marqua le sentier avec un petit cairn de pierre qui l'aiderait à retrouver l'endroit. La randonnée de retour à son camion prit 45 minutes, mais l'esprit de Jake travaillait déjà sur ses prochaines étapes. Il devait faire des recherches sur l'adjoint Marcus Oley, découvrir quand et comment il était mort, et identifier les enfants sur les photographies. Surtout, il devait faire tout cela sans alerter quiconque pourrait avoir des raisons de garder ses secrets enfouis. Alors qu'il chargeait son équipement photographique dans sa vieille camionnette Ford, Jake remarqua une berline sombre garée à l'extrémité du parking du sentier. La voiture n'était pas là quand il était arrivé 3 heures plus tôt.
Derrière les vitres teintées, il pouvait à peine distinguer la silhouette de quelqu'un qui le regardait. Jake démarra son camion et quitta lentement le parking, vérifiant son rétroviseur. La berline le suivait à une distance prudente, maintenant juste assez d'espace pour ne pas paraître évidente. Surveillance professionnelle. Jake réalisa que quelqu'un surveillait la voiture de police abandonnée, attendant de voir qui pourrait la trouver. La réalisation lui glaça le sang. Il ne s'agissait pas seulement de vieilles preuves ou d'affaires classées. Quelqu'un surveillait activement la situation, ce qui signifiait que le danger pouvait être très réel et très actuel. Jake prit une route sinueuse pour rentrer chez lui, utilisant toutes les techniques qu'il avait apprises au cours de ses années de journalisme d'investigation pour confirmer qu'il était suivi. La berline le suivit à travers 3 virages inutiles et un arrêt à une station-service où Jake fit semblant de vérifier la pression de ses pneus tout en photographiant en réalité la plaque d'immatriculation. Au moment où il atteignit sa petite cabane à la périphérie de la ville, Jake avait pris une autre décision cruciale. Il ne travaillerait pas seul sur cette histoire. Ce sur quoi il était tombé était trop grand et trop dangereux pour une seule personne. Alors qu'il entrait dans son allée, la berline passa sans s'arrêter, mais Jake savait qu'il reviendrait. Il avait trouvé quelque chose que quelqu'un voulait garder caché, et maintenant il faisait partie de l'histoire, qu'il l'ait choisi ou non. La bibliothèque du comté de Cascade avait l'odeur de moisi des vieux livres et des histoires oubliées. Jake arriva à l'ouverture à 9 heures. Avec son ordinateur portable et un carnet déjà rempli de questions. La bibliothécaire, Madame Elena Vasquez, y travaillait depuis 30 ans et possédait le genre de mémoire institutionnelle qui la rendait inestimable pour les chercheurs et les journalistes. Des enfants disparus des années 1990, répéta-t-elle en ajustant ses lunettes de lecture. Oh mon Dieu, oui, ce fut une période terrible pour notre communauté. 3 enfants en moins de 2 ans. Jake sortit des copies imprimées des photographies Polaroid, soigneusement recadrées pour ne montrer que les visages. Est-ce que l'un d'eux vous semble familier? Madame Vasquez étudia les images avec l'attention minutieuse de quelqu'un qui avait aidé d'innombrables familles à rechercher des informations sur leurs proches. Son expression devint sombre à mesure que la reconnaissance s'installait. Celle-ci est Amy Chen, dit-elle en désignant une fille aux cheveux foncés et aux yeux sérieux. Elle avait 8 ans quand elle a disparu. Sa famille a dit qu'elle rentrait de l'école quand elle a disparu. Ils ont trouvé son sac à dos près du ruisseau Miller, mais ne l'ont jamais retrouvé. Elle passa à la 2e photographie. Marcus Rivera, 10 ans. Son vélo a été découvert sur l'ancienne route forestière, mais il n'y avait aucun signe de ce qui lui était arrivé. La police a dit qu'il avait dû tomber dans la rivière, mais son corps n'a jamais été retrouvé. La 3e photographie la fit hésiter plus longtemps. Sarah Blackwood, 12 ans, la fille la plus intelligente de sa classe. Elle devait rencontrer des amis au centre communautaire, mais n'est jamais arrivée. Ses parents ont cherché pendant des semaines. Jake prit des notes attentives pendant que Madame Vasquez récupérait les archives de journaux de la collection de microfiches. Les gros titres racontaient une histoire de peur communautaire et d'enquête frustrée, 3e enfant disparu, les recherches continuent pour les enfants locaux, le chef de la police demande de la patience dans l'enquête en cours. Ce qui frappa le plus Jake, c'est la rapidité avec laquelle les histoires disparaissaient des nouvelles. Après la couverture initiale, chaque cas semblait s'estomper de l'attention du public en quelques semaines. Les articles de suivi étaient brefs et peu informatifs, suggérant que les enquêtes avaient stagné ou avaient été discrètement abandonnées. Les familles n'ont jamais abandonné, dit Madame Vasquez doucement. La mère d'Amy vient parfois encore, cherchant toute nouvelle information. Elle espère toujours que quelqu'un se souviendra de quelque chose qui pourrait aider. Jake étudia plus attentivement la couverture médiatique. Les mêmes noms apparaissaient dans chaque article, le chef de la police Thomas Garrett, le détective Ray Morrison et l'adjoint Marcus Holloway. Les reportages étaient frustrants de vagues, avec peu de détails concrets sur les preuves ou les pistes d'enquête. Qu'est-il arrivé aux officiers qui ont travaillé sur ces affaires, demanda Jake. Le chef Garrett est devenu maire après avoir pris sa retraite du département de police. Il est décédé il y a environ 10 ans. L'adjoint Holloway. Elle fit une pause, vérifiant sa mémoire. Il y a eu un accident. Sa voiture est sortie de la route pendant une tempête hivernale.
Ils ont dit qu'il avait trop travaillé pour résoudre ces affaires d'enfants disparus. On a retrouvé son véhicule dans le ravin, mais il a fallu des semaines pour récupérer son corps à cause du temps. Le pouls de Jake s'accéléra. Quand cela s'est-il passé? Cela a dû être en 1994 ou 1995, juste au moment où les enquêtes ont été officiellement suspendues. Une telle tragédie. Il était jeune, dévoué à retrouver ses enfants. Sauf que Jake savait que l'insigne de l'adjoint Holloway se trouvait dans cette voiture de police abandonnée pour que quelqu'un le trouve, ce qui signifiait que soit Marcus Holloway n'était pas mort dans cet accident, soit quelqu'un avait pris son insigne pour des raisons que Jake ne comprenait pas encore. Il passa les 2 heures suivantes à copier des articles de journaux et à prendre des notes sur la chronologie des événements. Un schéma émergea qui le troubla profondément. Les 3 enfants avaient disparu à des moments où l'adjoint Holloway était répertorié comme l'officier enquêteur principal. Les explications officielles pour chaque disparition étaient différentes: noyade, attaque d'animaux, fugue. Mais le manque de preuves était constant. Plus dérangeant encore fut ce qui se passa après que chaque affaire fut classée. Les familles étaient découragées de faire appel à des détectives privés. Les preuves physiques semblaient disparaître de la garde de la police. Les témoins qui avaient fourni des déclarations initiales affirmèrent plus tard s'être trompés sur ce qu'ils avaient vu. Madame Vasquez, dit Jake alors qu'il se préparait à partir. Vous souvenez-vous de quelque chose d'inhabituel dans la manière dont ces enquêtes ont été menées? Elle regarda autour de la bibliothèque vide, puis se pencha pour parler doucement. Mon mari travaillait pour le comté à l'époque. Il disait qu'il y avait des rumeurs selon lesquelles certaines preuves avaient été mal gérées. Pas délibérément, vous comprenez? Juste du travail de police bâclé. Mais après la mort de l'adjoint Holloway, personne ne voulait critiquer le département. Les familles ont finalement cessé de poser des questions. Jake quitta la bibliothèque avec plus d'informations qu'il ne s'y attendait, mais aussi avec une certitude grandissante que les 3 enfants sur ces photographies avaient été victimes de quelque chose de bien plus sinistre que de simples disparitions aléatoires. Quelqu'un avait systématiquement couvert leur destin. Et ce même quelqu'un pourrait encore protéger des secrets qui valaient la peine de tuer pour les préserver. Jake ne pouvait se débarrasser du sentiment d'être observé alors qu'il retournait à la voiture de police abandonnée. La même berline sombre était garée en face de la bibliothèque quand il est parti, et maintenant elle maintenait une distance prudente derrière lui sur la route sinueuse de montagne. Cette fois, Jake aborda la voiture de patrouille avec des yeux différents. Au lieu de la voir comme une découverte mystérieuse, il la comprit désormais comme une scène soigneusement mise en scène. Quelqu'un voulait qu'il trouve ses preuves, mais il voulait aussi surveiller sa réaction. Le soleil de l'après-midi filtrait différemment à travers les arbres, illuminant des détails que Jake avait manqués lors de sa première visite. Il photographia l'extérieur de la voiture de manière plus systématique, notant comment certaines zones montraient des perturbations récentes dans les débris accumulés. Quelqu'un avait maintenu l'accès à ce véhicule. À l'intérieur de la voiture de police, Jake se força à regarder au-delà du sac de scellés évident. Il vérifia sous les sièges, examina les panneaux de porte et fouilla méthodiquement chaque compartiment. Dans la boîte à gants, coincée derrière une pile d'anciens papiers d'immatriculation, ses doigts trouvèrent quelque chose d'inattendu, un téléphone portable. L'appareil était petit, noir, et clairement pas des années 1980. Jake le tourna dans ses mains, notant qu'il s'agissait d'un modèle chiffré populaire auprès des entrepreneurs en sécurité et des forces de l'ordre. Le téléphone était chaud au toucher, indiquant une utilisation récente. Comme convoqué par sa découverte, le téléphone vibra avec un message texte. Entrant. Le sang de Jake se glaça en lisant l'écran, le photographe l'a trouvé. Lancez le protocole 7. Avant qu'il ne puisse en saisir toutes les implications, le téléphone vibra de nouveau. Avec une réponse, confirmée. Cible compromise. Procédons au confinement. Les mains de Jake tremblaient alors qu'il photographiait les messages, puis éteignit rapidement le téléphone. Le langage était clinique, professionnel, le genre de communication utilisé par des personnes qui faisaient disparaître les problèmes définitivement. Il devait quitter cet endroit immédiatement. Mais il devait d'abord sécuriser les preuves. Jake retira soigneusement tout de la voiture de police, l'insigne, les photographies, le sac taché de sang, et maintenant le téléphone chiffré.
Si c'était un piège, il n'allait pas le déclencher les mains vides. La randonnée de retour à son camion sembla durer une éternité. Chaque branche cassée, chaque chant d'oiseau faisait battre le cœur de Jake à toute vitesse. Le poids des preuves dans son sac à dos semblait énorme, comme s'il portait les secrets accumulés de 30 ans. Au niveau de son camion, Jake prit une décision cruciale. Au lieu de rentrer directement chez lui, il se dirigea vers la ville et la seule personne qui pourrait comprendre la signification de ce qu'il avait trouvé. Rita Santos avait été la professeure de journalisme de Jake il y a 15 ans, avant qu'elle ne déménage à Seattle pour écrire des articles d'investigation pour de grands journaux. Elle avait appris à Jake que les histoires les plus dangereuses étaient souvent les plus importantes et que la survie dépendait parfois de plans de secours. Jake trouva Rita chez Miller S. Dîner, où elle rendait visite à sa mère âgée et se tenait au courant des nouvelles locales. Même à la retraite, Rita conservait les yeux perçants et le comportement prudent de quelqu'un qui avait passé des décennies à poser des questions inconfortables à des personnes puissantes. Jake Morrison, dit-elle alors qu'il s'approchait de sa cabine. On dirait que vous avez vu un fantôme. Peut-être bien. Jake s'assit, jetant un coup d'œil autour du restaurant pour s'assurer qu'il n'était pas observé. Rita, je dois vous montrer quelque chose, mais pas ici. Pouvons-nous aller quelque part en privé? 20 minutes plus tard. Ils étaient assis dans la voiture de location de Rita, sur le parking vide derrière l'ancienne quincaillerie. Jake étala les preuves sur le tableau de bord, photographie, insigne, note manuscrite et le téléphone crypté. Rita examina chaque élément avec une rigueur professionnelle, posant des questions précises sur l'endroit et la manière dont Jake avait tout trouvé. Quand elle vit les messages textes sur le téléphone, son expression devint sombre. Jake, comprenez-vous dans quoi vous êtes tombé? Une dissimulation. Des enfants disparus, des flics corrompus, quelque chose qui est caché depuis 30 ans. C'est plus que ça. Rita brandit le téléphone crypté. Ce genre de communication suggère une activité criminelle continue. Ce ne sont pas seulement des affaires classées. C'est une opération active. Quel genre d'opération? Le genre qui fait disparaître les gens définitivement quand ils posent trop de questions. La voix de Rita était ferme, mais Jake pouvait voir l'inquiétude dans ses yeux. Le fait qu'il surveille le site signifie qu'il s'attendait à ce que quelqu'un trouve cette preuve. Un jour. La question est de savoir pourquoi il voulait qu'elle soit trouvée maintenant. Jake pensa à la berline sombre, à la surveillance professionnelle, au langage clinique des messages. Texte. Il me surveille, sans aucun doute, ce qui signifie que nous devons agir vite et intelligemment. Nous devons identifier qui a envoyé ces messages, rechercher les antécédents de toutes les personnes impliquées dans ces affaires originales, et surtout, nous devons comprendre pourquoi quelqu'un veut que ce secret vieux de 30 ans soit révélé. Maintenant, Rita démarra sa voiture. Mais d'abord, nous devons vous mettre en sécurité pendant que nous planifions notre prochain coup. Parce que Jake, une fois que vous êtes entré dans ces bois et avez trouvé cette voiture, vous êtes devenu une partie de leur histoire. Et à en juger par ces messages, ce n'est pas une histoire qu'ils veulent voir se terminer heureux. Linda Chen ouvrit la porte de son appartement de Portland avec la lassitude prudente de quelqu'un qui avait appris à ne pas faire confiance aux visiteurs inattendus. Quand Rita expliqua qu'elles enquêtaient sur la disparition de sa fille, le sang-froid de Linda se fissura légèrement. Amy aurait 38 ans maintenant, dit-elle, les menant dans un salon qui servait de sanctuaire à sa fille disparue. Des photographies couvraient toutes les surfaces, photos de classe, vacances en famille, clichés spontanés d'une fille aux yeux vifs qui avait disparu un mardi après-midi ordinaire. Madame Chen, dit doucement Rita. Nous avons des raisons de croire que le cas d'Amy a été mal géré. Nous espérons que vous pourriez avoir des informations qui pourraient nous aider à comprendre ce qui s'est réellement passé. Linda s'assit soigneusement au bord de son canapé, les mains jointes sur ses genoux. Je n'ai jamais cru qu'elle s'était noyée dans ce ruisseau. Amy avait peur de l'eau. Elle ne se serait pas approchée du ruisseau Miller seul. Jake lui montra la photographie du sac de scellé, observant le visage de Linda pour y déceler toute reconnaissance. Son souffle coupé confirma ce qu'il soupçonnait déjà. Où avez-vous trouvé cela? La voix de Linda était à peine un murmure. Nous l'avons trouvé dans le cadre de preuves qui n'ont jamais été traitées, dit Jake. Madame Chen.
La police a-t-elle jamais retrouvé le journal intime d'Amy? Ils ont dit qu'il n'y avait pas de journal. Mais ce n'est pas vrai. Linda se leva et se dirigea vers une étagère, revenant avec un petit carnet relié en tissu violet. Je l'ai trouvé caché dans la chambre d'Amy 3 jours après sa disparition. Je l'ai donné à l'adjoint Holloway, mais quand j'ai posé des questions à ce sujet plus tard, il a prétendu qu'il avait été perdu. Rita accepta le journal avec révérence pour ce qu'il représentait, les dernières pensées d'une enfant avant de disparaître à jamais. Les entrées des dernières semaines d'Amy brossaient un tableau troublant d'une fille qui savait qu'elle était surveillée. 15 mars, le gentil policier m'a encore posé des questions sur mon chemin de retour de l'école. Il veut savoir si je prends parfois des raccourcis à travers les bois. Je lui ai dit non parce que maman dit de ne jamais parler aux étrangers, mais il n'est pas un étranger. Parce qu'il a un signe. Jake se sentit mal en lisant la confiance innocente dans ses mots. Amy a-t-elle décrit ce policier? Elle l'a mentionné plusieurs fois le dernier mois avant ça. Disparition. Toujours appelé le gentil policier. Je suppose qu'elle parlait de l'agent Brox qui faisait des présentations sur la sécurité à son école. Rita continua à lire. 22 mars. Je pense que quelqu'un me suit. J'ai vu le même fourgon blanc 3 fois cette semaine quand je suis allé chez Jenny. Bombay dit que je suis bête, mais ça me fait peur. Madame Chen? Avez-vous parlé du fourgon aux enquêteurs? Demanda Jake. Le rire de Linda n'avait aucune trace d'humour. Je leur ai tout raconté, le journal, les peurs d'Amy, les policiers qui n'arrêtaient pas de lui poser des questions. Ils ont dit que les enfants avaient une imagination débordante et que je m'accrochais à des brindilles parce que je ne pouvais pas accepter que des accidents arrivent. Qui vous a dit cela, le chef Garrett? Il est venu personnellement chez nous pour expliquer comment fonctionnaient ces enquêtes. Il a dit qu'Amy avait probablement glissé et était tombée dans le ruisseau lors d'une forte pluie et que son corps avait été emporté par le courant. Il a rendu cela si raisonnable, si définitif. Rita referma soigneusement le journal. Madame Chen? Avez-vous déjà engagé un détective privé? J'ai essayé. Le chef Garrett a dit que cela interférerait avec l'enquête officielle et pourrait compromettre les preuves. Il a suggéré que je fasse confiance aux professionnels et les laisse faire leur travail. La voix de Linda portait 30 ans d'amertume accumulée. J'étais jeune, effrayé, et je les ai crus. Je regrette cette confiance chaque jour depuis. Jake se pencha en avant. Madame Chen, nous avons des preuves suggérant qu'Amy et 2 autres enfants ont été victimes d'une opération organisée. Nous pensons que l'adjoint Holloway essayait de dénoncer cela quand il est mort. L'adjoint Holloway n'est pas mort, dit doucement Linda. Du moins pas quand ils l'ont dit. Jake et Rita la regardèrent fixement. Que voulez-vous dire? Je l'ai vu 3 mois après son prétendu accident. Je faisais des courses à Salem, et je l'ai vu sur le parking. Il m'a regardé droit dans les yeux, et j'ai pu dire qu'il m'avait reconnu. Mais quand j'ai essayé de l'approcher, il est monté dans une voiture et est parti rapidement. Rita échangea un regard avec Jake. Avez-vous signalé cela à quelqu'un? À qui l'aurais-je signalé? Au même service de police qui avait bâclé l'enquête sur ma fille? De plus, j'ai commencé à douter de ce que j'avais vu. Le chagrin vous fait imaginer des choses. Les gens me l'ont dit. Linda se dirigea vers un placard et revint avec une boîte en carton. J'ai tout gardé. Chaque coupure de journal, chaque rapport de police qu'il me donnait. Chaque photographie que je prenais des zones de recherche. Je continuais de penser qu'un jour quelqu'un voudrait enquêter correctement. À l'intérieur de la boîte, Jake trouva des dossiers méticuleusement organisés documentant l'enquête personnelle de Linda. Des cartes avec des zones de recherche potentielles marquées de stylos de différentes couleurs. Des relevés téléphoniques montrant ses appels à diverses agences d'application de la loi, des lettres à des élus demandant de l'aide. Au fond de la boîte, Jake découvrit quelque chose qui fit battre son cœur à toute vitesse. Une clé attachée à une petite étiquette indiquant « Unité de stockage 47 ». À quoi ça sert? Le sourire de Linda recelait des secrets. Après qu'ils aient clos l'affaire d'Amy. Je n'ai pas cessé d'enquêter. J'ai juste appris à être plus prudente. Cette clé ouvre une unité de stockage où j'ai gardé des copies de tout, ainsi que des informations que j'ai recueillies sur les autres enfants disparus.
Si quelque chose m'arrivait, je voulais qu'il y ait une trace. Rita se leva, l'énergie crépitant à travers sa posture. Madame Chen, seriez-vous prête à nous montrer ce qu'il y a dans cette unité de stockage? J'attends depuis 30 ans que quelqu'un me pose cette question. L'entrepôt de stockage était situé à la périphérie industrielle de Portland. Entouré de clôtures à mailles losangées et de caméras de sécurité qui avaient connu de meilleures décennies. Linda Chen mena Jake et Rita à travers des rangées de portes métalliques identiques. Jusqu'à l'unité 47. Je paie pour cet espace depuis 28 ans, dit Linda, insérant la clé avec des mains qui tremblaient légèrement. Certains mois, je pouvais à peine me permettre d'acheter de l'épicerie, mais je n'ai jamais manqué un paiement ici. La porte roulante révéla un espace qui ressemblait à la salle d'épreuve d'un détective. Des tableaux de liège tapissaient les murs. Couverts de photographies, de coupures de journaux et de cartes reliées par des ficelles colorées. Des classeurs se tenaient le long d'un mur, étiquetés avec des dates et des rubriques. Au centre, une table pliante contenait des piles de documents organisés avec une précision obsessionnelle. Rita siffla doucement. Linda, c'est incroyable. C'est ce que fait une mère quand le système l'abandonne pour son enfant. Linda tira une ficelle pour allumer une ampoule nue suspendue au plafond. J'ai documenté tout ce que j'ai pu trouver sur l'affaire d'Amy et les autres enfants disparus. J'ai appris seul des techniques d'investigation, j'ai appris la préservation des preuves, j'ai étudié la psychologie criminelle. Jake se dirigea vers le plus grand tableau de liège, qui affichait une carte dessinée à la main du comté de Cascade marquée de punaises colorées. Des punaises rouges marquaient les endroits où chaque enfant avait disparu. Des punaises bleues montraient où des preuves avaient été trouvées. Des punaises vertes indiquaient des observations de témoins. Quel est le schéma? Demanda Jake, bien qu'il commençait à le percevoir lui-même. Linda le rejoignit à la carte. Les 3 disparitions se sont produites le long de ce couloir. Elle traça une ligne reliant les punaises rouges. Cela suit les anciennes routes forestières qui mènent à la forêt nationale. Mais regardez ceci. Elle désigna un groupe de punaises jaunes dans une zone reculée marquée « Opération d'exploitation forestière Timber Ridge », fermée en 1995. Chaque témoin qui a signalé avoir vu des véhicules suspects a mentionné la même chose, un fourgon ou un camion blanc se dirigeant vers les zones d'exploitation forestière. Mais lorsque la police a enquêté, ils ont dit que les routes étaient impraticables et que la compagnie d'exploitation forestière était fermée depuis des années. Rita examina un classeur étiqueté « Registre d'entreprise ». Vous avez enquêté sur la compagnie d'exploitation forestière? Timber Ridge Logging était la propriété de Vincent Carrera. Sur le papier, c'était une opération légitime qui a fait faillite. À cause de la réglementation environnementale. Mais j'ai trouvé des liens intéressants. Linda sortit un épais dossier du classeur. À l'intérieur se trouvaient des dossiers d'emploi, des documents fiscaux et des licences commerciales qui brossaient un tableau plus complexe. Regardez le personnel de sécurité qu'ils employaient. Linda désigna un document de paie. Ils ont embauché des policiers hors service pour le travail de sécurité. L'adjoint Marcus Holloway y travaillait les week-ends. De même que le détective Ray Morrison et 2 autres officiers du département. Jake sentit les pièces du puzzle s'assembler. Ils avaient accès aux communications de la police, à la connaissance des procédures d'enquête et des raisons légitimes d'être en contact avec les familles d'enfants disparus. Il y a plus. Linda produisit une photographie montrant l'entrée de la propriété de Timber Ridge. J'ai pris cela en 1996, un an après la fermeture supposée de l'entreprise. Vous voyez les traces de pneus fraîches? Le portail récemment entretenu. Quelqu'un utilisait encore cette installation. Rita étudia les reçus et les factures, classés chronologiquement. Linda, certaines de ces acquisitions sont très étranges pour une opération d'exploitation forestière, fournitures médicales, matériaux de construction pour des installations souterraines, insonorisation de qualité industrielle. J'ai remarqué ça aussi. J'ai aussi trouvé des bons de commande pour ce qu'ils appelaient du matériel de transport spécial. Des véhicules avec des compartiments cachés, des intérieurs modifiés, des plaques d'immatriculation introuvables. Jake photographia tout méthodiquement pendant que Rita continuait d'examiner les documents. L'ampleur de l'enquête de Linda était stupéfiante.
Elle avait découvert des preuves que des professionnels de l'application de la loi avaient soit manqué, soit délibérément ignoré. Madame Chen, comment avez-vous recueilli toutes ces informations sans attirer l'attention? Le sourire de Linda était sombre. Je suis devenu très doué pour être invisible. J'ai appris à accéder aux registres publics, à suivre les pistes documentaires, à mener des surveillances sans être remarqué. Après 30 ans de cela, vous développez des compétences. Elle se déplaça vers une autre section de l'unité de stockage et sortit une caméra de surveillance avec un téléobjectif. J'ai documenté le trafic de véhicules à destination et en provenance des anciens sites d'exploitation forestière. J'ai photographié les plaques d'immatriculation, enregistré les heures et les dates, noté les conditions météorologiques. Les photographies qu'elle leur montra étaient accablantes. Des images de véhicules de police officiels sur des lieux censément abandonnés, des photos du même fourgon blanc mentionné dans les rapports de témoins, des preuves d'activité continue sur des sites officiellement fermés et inaccessibles. C'est la preuve d'une opération criminelle en cours, dit Rita. Linda, pourquoi n'avez-vous pas porté cela aux autorités fédérales? J'ai essayé. J'ai envoyé des colis au FBI, à la police d'État, au bureau du procureur du comté. À chaque fois, quelqu'un me contactait pour me dire qu'ils avaient reçu mes documents et qu'ils les examineraient, puis rien. Des mois passaient, et quand j'appelais pour des mises à jour, ils affirmaient n'avoir aucune trace de mes soumissions. Jake se retrouva à regarder une chronologie que Linda avait construite sur un mur. Elle montrait non seulement les 3 enfants disparus, mais des dizaines d'autres disparitions à travers le Nord-Ouest Pacifique, s'étalant sur 3 décennies. Vous pensez que cette opération a continué après 1995? Je pense qu'elle s'est étendue. Les méthodes sont devenues plus sophistiquées, les dissimulations plus professionnelles. Mais le schéma est toujours là si vous savez comment regarder. Linda ouvrit le dernier classeur, révélant une documentation actuelle, de récentes coupures de journaux, des photos de surveillance modernes, des cartes mises à jour avec de nouvelles épingles. Madame Chen, demanda doucement Rita. Êtes-vous en train de dire que cela se produit encore? Je dis que ce qui a pris ma fille est toujours là-bas. Et maintenant que vous avez trouvé ces preuves dans les bois, ils savent que quelqu'un se rapproche de la vérité. Pete Kowalski vivait dans une caravane simple à la périphérie de la ville, entouré du genre de machines accumulées et de projets inachevés qui marquaient un homme qui réparait des choses pour gagner sa vie. Lorsque Jake et Rita expliquèrent qu'ils enquêtaient sur l'exploitation forestière de Timber Ridge, le visage buriné de Pete pâlit. Je me demandais quand quelqu'un finirait par poser des questions sur cet endroit, dit-il, les invitant à s'asseoir à une table de pique-nique sous un auvent en toile. J'attends cette conversation depuis 28 ans. Pete avait travaillé comme opérateur d'équipement pour Timber Ridge de 1992 jusqu'à la fermeture de l'entreprise en 1995. Ce qu'il décrivit brossait un tableau bien différent de l'exploitation forestière légitime dépeinte dans les registres publics. Vincent Carrera dirigeait cet endroit comme un complexe militaire, dit Pete, acceptant le café que Rita avait apporté de la ville. Des gardes à chaque entrée, des zones restreintes auxquelles les employés réguliers ne pouvaient pas accéder, des caméras de sécurité partout. Je pensais que c'était excessif pour une opération d'exploitation forestière, mais Carrera disait qu'ils avaient des problèmes avec les manifestants écologistes et le vol d'équipements. Jake montra à Pete les dossiers d'emploi que Linda avait découverts. Ceux-ci montrent plusieurs policiers travaillant comme gardes. Là-bas. Oh, oui. Les flics hors service. Ils travaillaient les week-ends et les nuits, censément pour surveiller les intrus, mais ils ne gardaient pas du bois, je peux vous le dire. Que voulez-vous dire? Pete désigna la forêt nationale visible au loin. Pour des opérations d'exploitation forestière normales, on traite le bois sur place, puis on le transporte par camion vers les scieries ou les gares de triage. Mais à Timber Ridge, des camions allaient et venaient des sections restreintes la nuit, différents types de camions, des fourgonnettes, des véhicules aux vitres teintées, parfois même ce qui ressemblait à des ambulances. Rita se pencha en avant. Avez-vous déjà vu ce que ces camions transportaient? Pas directement, mais j'ai trouvé des choses qui m'ont fait poser des questions. Des vêtements d'enfants dans des zones où aucune famille n'était censée être. Du matériel médical dans des bâtiments qui étaient censés stocker du bois.
des matériaux de construction livrés à des installations souterraines qui n'apparaissaient sur aucun plan de l'entreprise. La voix de Pete tomba à peine au-dessus d'un murmure. Un matin, début 94, je faisais de l'entretien courant sur de l'équipement près de la zone restreinte. J'ai entendu des bruits venant du sous-sol, des voix qui pleuraient, ce qui ressemblait à des enfants en détresse. Quand j'ai essayé d'enquêter, 2 de ces flics hors service m'ont arrêté. Ils m'ont dit, j'entendais des choses, que le son se propage bizarrement dans les bois. Qu'avez-vous fait? J'ai commencé à faire plus attention, à documenter des choses que je voyais et qui n'avaient pas de sens. J'ai tenu un registre du trafic de véhicules inhabituels, j'ai pris des photos quand je pouvais le faire en toute sécurité. Pete disparut dans sa caravane et revint avec une boîte à chaussures contenant des photographies et des notes manuscrites. Les images étaient granuleuses, mais assez claires pour montrer le genre d'activité qu'il décrivait, des véhicules non marqués, la construction d'installations souterraines et des mesures de sécurité bien au-delà de ce que toute opération d'exploitation forestière exigerait. Regardez ça. Pete leur montra une photographie de camions malaxeurs de béton à l'installation. Ça a été pris en août 1994. Ils ont coulé assez de béton pour construire un centre commercial, mais tout est allé sous terre. Quand j'ai interrogé mon superviseur à ce sujet, il a dit qu'il renforçait les fondations d'équipement. Mais les fondations d'équipement n'ont pas besoin de murs insonorisés et de systèmes de ventilation conçus pour l'occupation humaine. Jake étudia plus attentivement les dossiers d'emploi. Pete. Reconnaissez-vous les noms des policiers qui travaillaient à la sécurité? L'adjoint Holloway était là presque tous les week-ends. Le détective Morrison venait régulièrement, généralement tard. Le soir. Il y en avait d'autres, mais ces 2-là étaient les plus fréquents. Quelle était votre impression de l'adjoint Holloway? Pete considéra attentivement cette question. Il semblait différent des autres, moins à l'aise avec ce qui se passait là-bas. Je l'ai surpris à prendre des photos de choses qu'il n'aurait probablement pas dû documenter. Et vers la fin, avant que l'endroit ne ferme, il a commencé à me poser des questions sur ce que j'avais observé. Quel genre de questions? Il voulait savoir si j'avais gardé des registres du trafic de véhicules, si j'avais remarqué quelque chose d'inhabituel à propos de la construction souterraine, si j'avais déjà vu des enfants sur la propriété. À l'époque, je pensais qu'il était juste méticuleux. Dans son rôle de sécurité. Rita montra à Pete les photographies de preuves de la voiture de police abandonnée. Est-ce que quelque chose de cela vous semble familier? Les mains de Pete tremblèrent alors qu'il examinait les images. C'est Amy Shen. J'ai vu sa photo dans le journal quand elle a disparu. Mais Jake, je pense que je l'ai vue à l'installation. Quoi? C'était fin septembre, peut-être début octobre 1993. Je faisais des heures supplémentaires pour des réparations d'équipement après les heures de travail. J'ai vu un fourgon s'arrêter devant l'un des bâtiments restreints, et quand ils ont ouvert les portes, j'ai pu voir des enfants à l'intérieur. L'une d'elles ressemblait à cette fille. Jake sentit son cœur battre. Êtes-vous certain? Assez certain pour que j'ai essayé de m'approcher pour mieux voir, mais le gardien de sécurité m'a repéré et m'a ordonné de retourner à la zone de travail principale. Le lendemain, mon superviseur m'a dit que mes privilèges d'heures supplémentaires étaient révoqués en raison de contraintes budgétaires. Pete, dit doucement Rita, pourquoi n'avez-vous pas signalé ce que vous avez vu? À qui? La moitié des gardes de sécurité étaient des flics. Et quand j'ai commencé à poser des questions en ville sur ces enfants disparus, les gens m'ont clairement fait comprendre que trop de questions pouvaient être dangereuses pour ma santé. Le téléphone de Pete sonna, interrompant leur conversation. Il regarda l'identifiant de l'appelant et son expression devint effrayée. Je n'ai pas reçu d'appel de ce numéro depuis 28 ans, dit-il, leur montrant l'écran. C'est Vincent Carrera. L'entrepôt abandonné de Timber Ridge se dressait comme un monument au secret. Son revêtement de tôle ondulée était strié de rouille et ses fenêtres étaient barricadées de contreplaqué. Jake et Rita approchèrent du bâtiment dans l'obscurité de l'aube, utilisant des coupe-boulons que Rita avait sortis de sa trousse d'enquêteur. Le système de sécurité a été déconnecté il y a des années, murmura Rita, examinant le boîtier d'alarme. Mais cela ne signifie pas que personne ne surveille. À l'intérieur, leurs faisceaux de lampes de poche révélèrent un espace caverneux rempli de classeurs, d'étagères industrielles et de l'odeur
De moisis de documents qui avaient été scellés à l'abri de la lumière du soleil pendant des décennies. Timber Ridge Logging avait tout laissé derrière elle lors de sa fermeture, soit par négligence, soit parce qu'elle prévoyait de revenir un jour. Jake se déplaça méthodiquement à travers le système de classement tandis que Rita documentait leurs recherches avec des photographies. Les registres d'entreprise racontaient une histoire qui correspondait à l'enquête de Linda Chen, mais avec des détails beaucoup plus accablants. Regardez ces journaux de sécurité. Appela doucement Jake de l'autre côté de l'entrepôt. Les registres détaillaient les paiements effectués à des policiers individuels pour des services spéciaux qui allaient bien au-delà du travail. De sécurité normale. Le nom de l'adjoint Marcus Oley apparaissait fréquemment, mais les montants et les descriptions suggéraient qu'il était payé pour quelque chose de plus complexe que la patrouille de week-end. Des entrées comme « Transport de sujets » $2500 et « Élimination de preuves » $1800 brossaient un tableau de corruption systématique. Rita trouva des bons de commande qui lui donnèrent la nausée, fournitures médicales, y compris des sédatifs et des entraves, matériaux de construction pour des pièces insonorisées, équipements pour ce que les factures appelaient par euphémisme des installations d'hébergement temporaire. Jake, ce ne sont pas des dépenses d'entreprises forestières. C'est une infrastructure pour détenir des personnes contre leur gré. Dans un classeur verrouillé que Rita réussit à ouvrir avec des techniques qu'elle avait apprises au cours de ses années de journalisme d'investigation, ils découvrirent des photographies qui confirmaient le témoignage de Pete Kowalski. Les images montraient la construction d'installations souterraines conçues avec plusieurs petites pièces, chacune équipée de portes renforcées et de systèmes de ventilation. Mais c'est la correspondance d'entreprise qui révéla la véritable étendue de l'opération. Des lettres entre Vincent Carrera et des individus identifiés uniquement par des noms de code discutaient des calendriers d'approvisionnement, des normes de contrôle qualité et de la logistique de livraison dans un langage qui ne concernait clairement pas le bois. Rita. Regarde ce manifeste d'expédition. Jake brandit un document daté d'octobre 1993. Il énumère une cargaison spéciale, 3 unités transportées vers des emplacements en Californie, au Nevada et en Arizona. Le calendrier correspond exactement au moment où Amy Chen, Marcus Rivera et Sarah Blackwood ont disparu. Rita photographia le document, puis examina des documents connexes. Les adresses de livraison sont toutes enregistrées auprès de sociétés écrans. Mais regardez les signatures autorisant ces expéditions. Elles proviennent de responsables de l'application de la loi qui était censée enquêter sur les disparitions. Ils travaillèrent en silence intense pendant une autre heure, accumulant des preuves qui brossaient un tableau d'une opération de trafic qui utilisait des entreprises légitimes comme couverture tout en corrompant les forces de l'ordre local pour assurer une protection contre l'enquête. Jake découvrit un système informatique qui avait été abandonné mais non détruit. Lorsqu'il réussit à démarrer l'ancien ordinateur de bureau, il trouva des fichiers qui n'avaient jamais été correctement supprimés. Les enregistrements numériques étaient encore plus explicites que les documents papier. C'est une base de données client, dit Jake, faisant défiler des entrées qui listaient les acheteurs par emplacement et préférences spécifiques. Il prenait des commandes d'enfants avec des caractéristiques particulières, âge, sexe, apparence physique. Rita le rejoignit devant l'écran de l'ordinateur. Son sang-froid professionnel s'effritant à mesure qu'elle absorbait le détail clinique avec lequel les êtres humains avaient été marchandisés. Jake, certains de ses codes clients ont des coordonnées actuelles. Ce réseau n'a pas été démantelé lorsque Timber Ridge a fermé. Il a juste déménagé. Le bruit du gravier qui crissait dehors les fit tous deux se figer. Jake copia rapidement les fichiers sur une clé USB pendant que Rita rassemblait les documents les plus incriminants qu'ils avaient photographiés. Plusieurs véhicules, murmura Rita, écoutant les moteurs qui s'approchaient. Il nous faut une autre sortie. Ils trouvèrent un quai de chargement à l'arrière de l'entrepôt. Mais alors qu'il se préparait à partir, Jake remarqua quelque chose qui le fit hésiter. Une section du plancher près du poste informatique montrait des signes de perturbation récentes. De nouvelles vis dans du vieux bois, des motifs de poussière suggérant un accès fréquent. Rita, ce n'est pas seulement un bâtiment abandonné. Quelqu'un a maintenu l'accès à ces registres. Avant qu'elle ne puisse répondre, de puissants faisceaux de lampes de poche balayèrent les fenêtres par lesquelles ils étaient entrés. Des voix professionnelles coordonnèrent un schéma de recherche qui suggérait un entraînement militaire ou policier.
Ils encerclent le bâtiment? Souffla Rita. Jake mit la clé USB dans sa poche et son sac d'appareil photo sur son épaule. Le quai de chargement, maintenant. Ils se glissèrent dans l'obscurité de l'aube juste au moment où l'entrée principale était enfoncée. Derrière eux, des voix appelaient des coordonnées et des zones de recherche avec l'efficacité d'une équipe qui avait déjà fait cela. Jake et Rita coururent à travers les bois entourant l'entrepôt, utilisant le terrain et l'obscurité pour éviter d'être capturés. Mais en atteignant la voiture de Rita, garée à un demi-mile sur une ancienne route forestière, Jake réalisa la véritable signification de ce qu'ils avaient découvert. Ils savaient que nous venions, halta-t-il alors qu'ils s'éloignaient en voiture. Le timing, la réponse coordonnée. Quelqu'un leur a dit exactement quand nous serions là. Rita vérifia son rétroviseur pour d'éventuels véhicules poursuivants. Ce qui signifie que quelqu'un dans notre cercle de confiance n'est pas digne de confiance. Et Jake, s'ils sont prêts à risquer de se démasquer pour nous empêcher d'accéder à ces dossiers, cela signifie que nous avons trouvé quelque chose qu'ils ne peuvent absolument pas permettre de devenir public. La voix au téléphone de Jake était à peine un murmure, déformé par des années de cachette et le poids de terribles secrets. Rendez-vous à l'ancienne tour de guet sur Cascade Ridge. Venez seul. Apportez les preuves que vous avez trouvées. Jake s'attendait à cet appel depuis qu'il avait découvert le téléphone chiffré dans la voiture de police. Abandonné. Maintenant, 3 heures après avoir échappé à l'entrepôt, il roulait dans le brouillard matinal vers une rencontre qui fournirait des réponses ou mettrait fin à son enquête définitivement. La tour de guet n'avait pas été utilisée depuis des décennies. Sa structure en bois était grisâtre et entourée d'une forêt de seconde pousse. Jake grimpa le sentier d'accès avec son sac d'appareil photos et les preuves qu'il avait accumulées, chaque instinct lui hurlant qu'il marchait dans un piège. Au pied de la tour, une silhouette émergea de la lisière des arbres. L'homme était grand. Mince, avec le genre de forme physique durement acquise qui vient d'années de vie en plein air. Ses cheveux étaient gris, son visage buriné, mais ses yeux étaient vifs et alertes. Marcus Holloway. Dit Jake, ce n'était pas une question. Ce nom est mort dans un accident de voiture il y a 28 ans. L'homme désigna la tour. Nous devons parler là où personne ne peut nous entendre. Ils montèrent jusqu'au poste d'observation de la tour où Holloway s'était préparé pour cette rencontre. Un petit réchaud de camping, un sac de couchage et plusieurs boîtes de documents suggéraient qu'il avait utilisé cet endroit comme refuge. Vous avez vécu ici toutes ces années? Pas tout le temps, mais quand les choses deviennent dangereuses, c'est là que je viens. Holloway ouvrit l'une des boîtes, révélant des journaux remplis d'une écriture méticuleuse. J'ai tout documenté, attendant quelqu'un avec les compétences et la détermination nécessaires pour m'aider à exposer ce qui s'est passé. Jake examina les journaux, qui contenaient des enregistrements détaillés de l'opération de trafic du point de vue de quelqu'un qui en avait fait partie, date, nom, lieu, identification des victimes ou tout ce dont les forces de l'ordre auraient besoin pour monter des dossiers poursuivables. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Parce que le réseau se fracture. Vincent Carrera veut partir, mais la nouvelle direction ne le laissera pas. Ils éliminent quiconque en sait trop sur les premières opérations. Holloway désigna des entrées dans son journal le plus récent. 3 personnes qui travaillaient pour Timber Ridge sont mortes au cours des 6 derniers mois. Toutes ont été considérées comme des accidents ou des causes naturelles. Pete Kowalski a dit que Carrera l'avait appelé hier. Carrera essaie de prévenir les gens. Leur donner une chance de fuir avant que l'opération de nettoyage ne les atteigne. Mais fuir ne fonctionne que si vous avez un endroit où vous cachez et les ressources pour survivre. Holloway montra à Jake des photographies qu'il avait prises pendant ses années d'enquête, des images de lieux de trafic actuels. Des documents sur des opérations en cours, des preuves que le réseau s'était étendu bien au-delà de sa portée initiale, les enfants disparus des années 1990. Que leur est-il arrivé? Le visage d'Holloway s'assombrit d'un chagrin porté depuis des décennies. J'ai essayé de les sauver. J'ai rassemblé des preuves, planifié des sauvetages, mais j'étais une seule personne contre tout un système. Quand j'ai réalisé à quel point la corruption était profonde, j'ai su que je devais choisir entre les dénoncer et mourir inutilement, ou disparaître et monter un dossier qui pourrait éventuellement rendre justice. Sont-ils toujours en vie? Certains d'entre eux.
Amy Chen a été transporté en Californie fin 1993. Je l'ai suivi dans 3 endroits différents au fil des ans, mais au moment où je pouvais planifier une extraction, elle avait de nouveau été déplacée. Le réseau a appris à relocaliser fréquemment les gens pour empêcher exactement le genre de sauvetage que je tentais. J'ai senti le poids des décennies de souffrance dans les mots de Holly. Les autres enfants? Marcus Rivera est mort pendant le transport. Le pauvre gamin avait de l'asthme. N'a pas pu survivre aux conditions dans lesquelles il le gardait. Sarah Blackwood a été vendue à des acheteurs en Arizona. J'ai des informations actuelles sur son emplacement. Holloway ouvrit un ordinateur portable, révélant un logiciel de suivi sophistiqué et des renseignements actuels sur les opérations de trafic dans plusieurs États. Comment avez-vous recueilli tout cela? J'ai appris à devenir invisible. Changer mon identité, développer de nouvelles compétences, créer des réseaux avec d'autres personnes qui luttent contre ce système. Nous sommes plus nombreux qu'eux. Vous ne le pensez, des parents qui n'ont jamais cessé de chercher, d'anciennes victimes qui se sont échappées, des agents des forces de l'ordre qui ont refusé d'être corrompus. L'ordinateur portable montrait les lieux actuels où les victimes de la traite étaient détenues, y compris des photographies récentes et des données de surveillance. Jake, ce que vous avez trouvé dans cette voiture de police était un appât. Le réseau vous utilise pour identifier tous ceux qui enquêtent sur eux indépendamment. Ils veulent savoir qui a des preuves, qui peut menacer leurs opérations. Alors je les ai menés droit à vous. Non, vous m'avez donné ce dont j'avais besoin, quelqu'un avec des références journalistiques légitimes et des preuves photographiques qui ne peuvent être ignorées. Mais surtout, vous m'avez aidé à identifier les personnes dignes de confiance dans votre enquête et celles qui travaillent pour eux. J'ai senti une froide prise de conscience. L'envahir. Quelqu'un a signalé nos activités. Holly hocha la tête d'un air sombre. Rita Santos a transmis des informations au réseau depuis votre premier contact. Sa retraite du journalisme d'investigation n'était pas volontaire. Elle a été recrutée pour surveiller et détourner les enquêtes qui s'approchaient trop près de la vérité. La trahison frappa Jake comme une douleur physique. Alors tout ce que nous avons fait a été soigneusement géré pour servir leurs objectifs. Mais Jake, cela signifie aussi qu'ils ont peur. Ils ne feraient pas tant d'efforts à moins qu'ils ne croient que vous représentez une réelle menace pour leurs opérations. Holly ferma l'ordinateur portable et commença à emballer son équipement. Il est temps d'arrêter d'être réactif et de prendre le contrôle de cette enquête. Êtes-vous prêt à voir à quel point cela va loin? Le bunker caché d'Holly était creusé dans le flanc de la colline à 3 miles de la tour de guet, si habilement dissimulé que Jake passa devant l'entrée 2 fois avant de la voir. À l'intérieur, l'espace ressemblait à un centre d'opération de haute technologie, alimenté par des panneaux solaires et équipé de systèmes de communication qui feraient pâlir d'envie les agences gouvernementales. 30 ans de préparation, expliqua Holloway, déverrouillant plusieurs systèmes informatiques. Je savais qu'un jour je devrais tout exposer en même temps, simultanément, d'une manière qui ne pourrait être ni supprimée ni discréditée. L'écran principal affichait un diagramme de réseau qui coupa le souffle. Jake. Des lignes reliaient des centaines de noms à travers plusieurs États, montrant les relations entre les trafiquants, les acheteurs, les fonctionnaires corrompus et les facilitateurs. Au centre, le nom de Vincent Carrera était lié à un réseau qui atteignait des agences fédérales, des gouvernements d'État et des organisations internationales. Il ne s'agit pas seulement d'enfants disparus. Dans de petites villes, dit Jake, étudiant les connexions. Ça ne l'a jamais été. Ce qui s'est passé dans le comté de Cascade était un programme pilote. Il testait des méthodes, affinait des processus, construisait des relations qu'il pourrait étendre à l'échelle nationale. Holloway ouvrit des dossiers montrant les opérations actuelles. Aujourd'hui, ce réseau traite des milliers de victimes chaque année, enfants, adolescents, jeunes adultes, toute personne suffisamment vulnérable pour disparaître sans générer d'enquêtes efficaces. Jake examina les profils d'acheteurs qui ressemblaient à un catalogue de monstres humains, des individus riches, des figures politiques, tous classés par leurs préférences spécifiques et leur pouvoir d'achat. Comment recueillez-vous des renseignements sur des opérations aussi sophistiquées? De la même manière qu'ils ont construit leur réseau, par des gens qui ont été blessés par le système et qui veulent se venger.
Holloway montra à Jake des journaux de communication avec des informateurs à travers le pays, d'anciennes victimes qui se sont échappées, des familles qui n'ont jamais obtenu justice, des agents des forces de l'ordre qui ont été menacés de silence. Nous avons construit un contre-réseau. L'ampleur était écrasante. Jake se retrouva à regarder des preuves de crimes qui s'étendaient sur des décennies et traversaient des frontières internationales. Mais au sein de l'énorme base de données, il reconnut des éléments familiers de son enquête. Original. L'emplacement actuel d'Amishen. Holloway afficha un dossier avec des photographies de surveillance récentes. Elle est détenue dans une installation en Californie du Nord. Déguisée en établissement de soins privés pour adultes handicapés. Les résidents sont des victimes de la traite qui ont été brisées psychologiquement pour empêcher les tentatives d'évasion. Jake étudia les images d'une femme qui portait des traces de la petite fille de 8 ans de la photographie Polaroid. Amy semblait lourdement sédatée, confinée à un fauteuil roulant. Entourée d'autres victimes dans des conditions similaires. Mon Dieu, elle a été emprisonnée pendant 30 ans. Avec des centaines d'autres. Certains ont été enlevés enfants et ont passé toute leur vie adulte en captivité. D'autres sont des acquisitions plus récentes. L'établissement traite à la fois des prisonniers à long terme et des détentions temporaires pour des ventes actives. Holloway ouvrit un autre dossier montrant les systèmes de sécurité de l'établissement, les horaires du personnel et l'agencement. C'est là que votre enquête devient opérationnelle au lieu de simplement documentaire. Nous avons les preuves pour exposer le réseau, mais nous avons aussi des opportunités de sauver des victimes qui sont encore en vie. Vous parlez d'un raid. Je parle de justice. Les raids des forces de l'ordre peuvent être compromis. Quelqu'un passe un coup de fil, des preuves sont détruites, des personnes disparaissent avant que les mandats d'arrêt ne puissent être exécutés. Mais si nous nous coordonnons correctement, nous pouvons frapper plusieurs endroits simultanément tout en divulguant des preuves qui rendent les dissimulations impossibles. Jake sentit le poids de la responsabilité s'installer sur ses épaules. Combien d'endroits? 12 installations que nous avons identifiées avec une grande confiance, 37 lieux qui sont des sites de traite probables, et plus de 200 individus qui sont définitivement impliqués dans des opérations ou des rôles de soutien. L'écran de l'ordinateur montrait une interface de planification tactique avec un timing coordonné, des protocoles de communication et des plans de contingence qui démontraient une réflexion stratégique de niveau militaire. Holloway, je suis photographe. Pas commando. Je documente les choses. Je ne mène pas d'opération de sauvetage. C'est exactement pourquoi cela peut fonctionner. Vous n'êtes pas un agent des forces de l'ordre qui peut être compromis ou recevoir l'ordre de se retirer. Vous n'êtes pas un justicier qui peut être rejeté comme un criminel. Vous êtes un journaliste avec des preuves et les compétences nécessaires pour tout documenter en temps réel. Jake étudia les plans des installations, notant les vulnérabilités de sécurité et les points d'entrée potentiels qu'Holloway avait identifiés au cours de mois de surveillance. Quand vous dites coordonnées, que proposez-vous exactement? Des opérations simultanées dans les 12 installations. Les équipes extraient les victimes pendant que vous et d'autres journalistes documentaient tout. Les preuves sont diffusées à plusieurs médias, agences fédérales et organisations internationales de défense des droits de l'homme avant que quiconque ne puisse les supprimer. Quelles équipes? Holloway sourit pour la première fois depuis que Jake l'avait rencontré. Des gens comme Linda Chen, qui ont passé des décennies à se préparer à cette opportunité. Des parents d'enfants disparus qui ont appris des compétences tactiques en cherchant leurs enfants. D'anciennes victimes qui ont suffisamment guéri pour aider les autres. Des agents des forces de l'ordre à la retraite qui ont été contraints de partir pour avoir posé des questions inconfortables. L'ampleur était à couper le souffle et terrifiante. Jake réalisa qu'on lui offrait la chance de participer à quelque chose qui pourrait sauver des centaines de vies et exposer l'une des conspirations criminelles les plus étendues de l'histoire américaine. Et Rita? Elle connaît nos schémas d'enquête, nos méthodes de contact. Rita pense que vous rassemblez toujours des preuves pour un article de journal. Elle n'a aucune idée que nous avons identifié les opérations actuelles du réseau ou les scénarios de sauvetage prévus. Ces rapports à leur intention nous aideront en fait à coordonner notre timing. Jake fixa les écrans, montrant les visages de victimes qui attendaient depuis des décennies que quelqu'un les trouve. Quand commençons-nous? Demain soir. Mais d'abord,
vous devez comprendre exactement à quoi nous sommes confrontés et en qui nous pouvons avoir confiance pour nous aider. Le restaurant abandonné près de Medford, en Oregon, ressemblait à d'innombrables autres qui avaient disparu le long d'autoroutes oubliées. Mais dans la banquette arrière, l'agente Rebecca Torres portait toujours la posture rigide de quelqu'un qui avait passé 30 ans dans les forces de l'ordre fédéral. Même si sa retraite officielle était arrivée 5 ans plus tôt que prévu. Je me demandais quand quelqu'un rassemblerait enfin suffisamment de preuves pour nous contacter, dit-elle en examinant les documents que Jake et Holloway avaient apportés. J'attends cette conversation depuis 15 ans. Torres avait été l'agente du FBI affectée à l'enquête sur les disparitions du comté de Cascade en 1995, avant que son dossier ne soit mystérieusement clos et qu'elle ne soit réaffectée à des crimes financiers dans un autre État. Ces dossiers personnels, conservés en violation des réglementations fédérales, contenaient des preuves qui auraient exposé le réseau de trafic des décennies plus tôt. Pourquoi votre enquête a-t-elle été interrompue, demanda Jake. La raison officielle était des conflits de juridiction. Et un manque de preuves. La vraie raison était des appels téléphoniques de Washington me disant de me concentrer sur des questions de sécurité nationale plus urgentes. Torres ouvrit une mallette qui contenait des copies de tout ce qu'on lui avait ordonné de détruire. J'ai gardé des duplicata de tout, sachant qu'un jour il serait nécessaire. Les dossiers du FBI révélèrent que les enquêteurs fédéraux avaient identifié le réseau de trafic dans les mois suivant le début de leur enquête. Ils documentèrent des liens avec des hauts fonctionnaires, retracèrent des transactions financières à travers les États et préparèrent des mandats d'arrêt pour plus de 50 individus. Puis quelqu'un a décidé que poursuivre cette affaire nuirait à des personnes importantes et compromettrait des opérations en cours que nous ne pouvions nous permettre de perturber. Torres expliqua, on m'a dit que certaines des victimes de la traite étaient utilisées pour recueillir des renseignements sur des nations, que démanteler le réseau interférerait avec les objectifs de sécurité nationale. Jake se sentit mal en lisant des rapports qui décrivaient des enfants comme des atouts de renseignement et des opérations de trafic comme une couverture nécessaire pour des activités de contre-espionnage. Ils utilisaient des enfants trafiqués comme espions. Ils utilisaient le réseau de traite pour identifier et compromettre des personnes qui pouvaient être utiles aux opérations de renseignement américaines, diplomates, hommes d'affaires internationaux, personnalités politiques d'autres pays. Quiconque participait à l'achat de victimes pouvait être soumis à un chantage pour coopérer. Holloway étudia les journaux de communication qui montraient une coordination entre les agences fédérales et le réseau de traite. Donc le gouvernement est devenu un partenaire au lieu d'un adversaire. Certains éléments au sein du gouvernement. Ce n'était jamais une politique officielle, mais elle bénéficiait d'une protection officielle. Torres désigna des documents caviardés. Ceux-ci montrent des paiements effectués à des opérations de traite par des allocations budgétaires secrètes. Le réseau recevait des fonds fédéraux en échange d'une coopération en matière de renseignement. Jake photographia tout en traitant les implications. Combien de personnes au gouvernement étaient au courant? Informations compartimentées. Peut-être une douzaine de personnes ayant une connaissance complète, mais des centaines. D'autres qui connaissaient des bribes sans comprendre l'image complète. Structure classique d'une opération de renseignement. La plupart des participants ne savent pas ce qu'ils soutiennent. Réellement. Torres leur montra des renseignements actuels qui glaçaient le sang à Jake. Le réseau avait évolué au-delà du simple trafic pour devenir quelque chose qui ressemblait à un service de renseignement privé qui utilisait des êtres humains comme marchandises. Rebecca, êtes-vous prête à rendre publiques ces informations? Je suis prête depuis 15 ans, mais rendre public signifie accepter que je serai probablement retrouvée morte quelques semaines après mon témoignage. Ces gens ont des ressources illimitées et aucune contrainte morale. J'ai compris les enjeux qu'elle décrivait. Et si nous pouvions coordonner la divulgation avec des opérations de sauvetage qui permettraient de sauver des victimes actuelles et d'arrêter des opérateurs actuels simultanément? Torres étudia les plans opérationnels d'Holloway avec une appréciation professionnelle. Marcus, c'est bien conçu, mais vous parlez de vous attaquer à une organisation qui bénéficie d'une protection fédérale et de connexions internationales. Ils peuvent faire appel à des ressources militaires, à l'immunité diplomatique, à des exemptions de sécurité nationale. Pas si les preuves sont rendues publiques simultanément dans plusieurs pays, répondit Holloway. J'ai des contacts avec des journalistes et des agences d'application de la loi au Canada,
au Mexique et dans plusieurs nations européennes. Si nous publions tout en même temps à l'échelle internationale, il devient impossible de les supprimer par les voies normales. Torres ouvrit son ordinateur portable et leur montra des communications classifiées qu'elle avait interceptées par des voies détournées maintenues avec d'anciens collègues qui partageaient ses préoccupations. Il y a autre chose que vous devez savoir. Le réseau prévoit de relocaliser des opérations majeures le mois prochain. Ils savent que quelqu'un enquête et ils se déplacent vers des emplacements plus sécurisés avec une meilleure protection officielle. Jake réalisa qu'ils étaient confrontés à une date limite. Alors, nous agissons maintenant ou nous perdons l'opportunité définitivement. Exactement. Mais si nous agissons et échouons, tous ceux qui ont aidé à cette enquête deviennent une cible pour l'élimination. Il ne s'agit pas seulement de manquer la chance de sauver des victimes. Il s'agit de la survie de tous ceux qui connaissent la vérité. Torres ferma ses dossiers et fixa les deux hommes d'un regard direct qui l'avait rendu efficace dans les enquêtes fédérales. J'ai un dernier atout à apporter. Il y a une équipe spéciale d'agents fédéraux qui ont été forcés de quitter ou réaffectés pour avoir posé des questions inconfortables sur des affaires comme celle-ci. Ils se sont rencontrés informellement, partageant des informations, se préparant à une opportunité de reprendre des enquêtes interrompues. Combien d'agents ? 12 avec des habilitations de sécurité actives. 20 autres qui ont maintenu des contacts au sein des opérations actuelles. Si nous pouvons leur fournir des preuves et des renseignements opérationnels, ils peuvent coordonner des raids fédéraux. Pendant que vos opérations de sauvetage fournissent la preuve que des crimes se produisent activement. J'ai senti les pièces d'un immense puzzle s'assembler. Donc, nous documentons-les. Sauvetage pendant que des agents fédéraux arrêtent les opérateurs, et tout devient public avant que quiconque ne puisse interférer. C'est la théorie. Mais l'exécution signifie faire confiance à des gens avec nos vies. Et nous avons déjà appris que certaines personnes en qui nous pensions pouvoir avoir confiance travaillaient pour l'autre camp depuis le début. La cabane de Vincent Carrera était située au bord d'un lac en Colombie-Britannique, à 40 miles de la ville la plus proche et accessible uniquement par une route forestière abandonnée depuis des décennies. Jake et Holloway approchèrent à pied à travers une forêt dense. En utilisant les coordonnées GPS que Torres avait fournies par son réseau de renseignement, l'homme qui ouvrit la porte ne ressemblait en rien au cerveau criminel que Jake avait imaginé. Carrera avait la soixantaine, maigre et frêle, avec le regard creux de quelqu'un qui avait porté une culpabilité insupportable pendant trop longtemps. « Je vous attendais, dit-il, les invitant à entrer. Rebecca Torres a dit que quelqu'un viendrait un jour. » L'intérieur de la cabane était meublé de manière spartiate, mais confortable. Avec le genre d'organisation qui suggérait un homme vivant seul par choix. Ce qui dominait l'espace, c'étaient des classeurs, du matériel informatique et des murs couverts de photographies et de documents qui représentaient 30 ans d'archivage méticuleux. « Pourquoi avez-vous accepté de nous rencontrer » demanda Jake. « Parce que je suis mourant, et je veux faire une bonne action avant de partir. » Carrera versa du café avec des mains qui tremblaient légèrement. Cancer du pancréas. Peut-être 6 mois à vivre, et j'ai passé la dernière année à essayer de trouver comment réparer ce que j'ai fait. Jake examina les photographies sur les murs, images d'enfants, de familles, de lieux et de personnes qui racontaient l'histoire du réseau de trafic depuis ses débuts. Vincent ? Nous devons comprendre comment l'opération fonctionnait, qui était impliqué, et surtout, comment retrouver les victimes actuelles. Carrera ouvrit le premier classeur, révélant des registres commerciaux qui documentaient chaque aspect de l'opération de traite avec une précision corporative. J'ai tout gardé, chaque transaction, chaque personne impliquée, chaque victime traitée par notre système. Je me suis dit que c'était pour la sécurité. Mais en réalité, je pense que je savais qu'un jour j'aurais besoin de ces informations précisément pour cette conversation. Les dossiers étaient horriblement détaillés, bons de commande pour des êtres humains, calendrier de livraison pour les victimes de la traite, rapport de satisfaction des clients. Jake se sentit mal en lisant des documents qui réduisaient les enfants à des articles d'inventaire avec des spécifications et des prix. Comment vous êtes-vous impliqué là-dedans ? J'ai commencé par un travail de sécurité légitime pour des entreprises qui opéraient dans des zones reculées. Mais certains des propriétaires d'entreprises avaient des activités secondaires. Contrebande, blanchiment d'argent, et finalement trafic d'êtres humains. L'argent était extraordinaire,
et je me suis convaincu que je ne faisais que fournir des services de sécurité. Carrera leur montra des organigrammes qui révélaient la structure du réseau. Au milieu des années 1990, nous traitions des centaines de victimes chaque année, des enfants de familles brisées. Des fugueurs, des enfants placés qui ne seraient pas immédiatement regrettés. Nous avions des recruteurs, des transporteurs, des installations sécurisées et une clientèle qui incluait certaines des personnes les plus puissantes d'Amérique du Nord. Jake photographia tout en assimilant l'ampleur de ce que Carrera décrivait. Les policiers qui travaillaient pour vous, quelle était leur implication? L'adjoint Holloway était censé n'être qu'un agent de sécurité, mais il a commencé à poser des questions sur les enfants. Quand nous avons réalisé qu'il documentait des preuves, nous avons dû l'éliminer. Carrera jeta un coup d'œil à Holloway. Évidemment, ça n'a pas fonctionné comme prévu. Pourquoi ne m'avez-vous pas tué? Parce que j'avais appris à te connaître. Marcus. Tu étais une personne décente prise dans une situation indécente. J'ai arrangé l'accident de voiture pour simuler ta mort, espérant que tu profiterais de l'occasion pour disparaître et te taire. Je ne m'attendais jamais à ce que tu passes 30 ans à monter un dossier contre nous. Carrera ouvrit des dossiers montrant les opérations actuelles du réseau. Le système de trafic avait évolué bien au-delà de sa portée originale, opérant désormais dans plusieurs pays avec des mesures de sécurité sophistiquées et une protection officielle. Vincent, nous planifions des raids coordonnés sur des installations de trafic. Nous avons besoin des emplacements actuels, des protocoles de sécurité et des informations de timing. Je peux tout vous donner, mais vous devez comprendre à qui vous êtes confronté. Carrera ouvrit son ordinateur portable, révélant des journaux de communication avec la direction du réseau. La nouvelle génération qui gère cette opération fait passer mon groupe pour des amateurs. Ils ont une sécurité de niveau militaire, une protection politique au plus haut niveau, et des ressources qui incluent des agences fédérales. J'ai lu des messages qui décrivaient des opérations de nettoyage conçues pour éliminer les preuves et les témoins avant que des descentes de police ne puissent être effectuées. Ils savent que quelqu'un enquête. Ils le savent depuis des mois. Rita Santos a signalé vos activités, mais ils ont aussi surveillé les communications, suivi les transactions financières et identifié toutes les personnes impliquées dans la collecte de preuves contre eux. Holloway se pencha en avant. Combien de temps nous reste-t-il avant qu'ils ne relocalisent leurs opérations? Des jours? Pas des semaines. Ils prévoient de déplacer des prisonniers de grande valeur vers de nouvelles installations, d'éliminer les éléments gênants et de restructurer les opérations dans des lieux mieux sécurisés. Carrera afficha des calendriers de transport. Mais il prévoit aussi autre chose. L'écran de l'ordinateur portable montra des listes d'assassinats avec des noms, des photographies et des évaluations tactiques. Jake reconnut son propre nom, ainsi que Linda Chen, l'agent Torres et d'autres personnes qui avaient participé à l'enquête. Ils vont tuer tous ceux qui connaissent leurs opérations, à commencer par ce soir. Ils ont décidé que l'exposition est inévitable, ils privilégient donc l'élimination des témoins par rapport à la sécurité opérationnelle. Jake sentit une froide prise de conscience l'envahir. Nous n'enquêtons plus sur eux. Ils nous chassent. Carrera referma l'ordinateur portable et commença à ranger des dossiers dans une mallette étanche. C'est pourquoi nous devons agir immédiatement. Si nous voulons démanteler ce réseau et secourir les victimes, il faut que cela se produise maintenant, avant qu'ils ne puissent achever leur opération de nettoyage. Vincent, êtes-vous prêt à témoigner publiquement de tout ce que vous nous avez dit? Fils, je suis un homme mort de toute façon. Le cancer ou les balles ne me font aucune différence. Mais si mon témoignage peut sauver ces enfants et envoyer ces monstres en prison, alors peut-être que je pourrai trouver un peu de paix dans le temps qu'il me reste. Comme si elle avait été convoquée par leur conversation, le bruit des pales d'hélicoptères résonna sur le lac. À travers les fenêtres de la cabane, Jake put voir des silhouettes armées encerclant le bâtiment. Ils nous ont trouvés, dit Holloway d'un air sombre. Carrera sourit avec une satisfaction sinistre. Non, Marcus. Ils ont trouvé exactement ce que je voulais qu'ils trouvent. L'explosion qui secoua la cabane de Carrera vint du dessous du plancher, une détonation contrôlée qui envoya les agents armés chercher refuge tout en ouvrant une voie d'évacuation à travers un système de tunnels cachés.
Carrera avait passé ces derniers mois à se préparer précisément à cette confrontation. Par ici, cria Carrera au-dessus du sifflement dans leurs oreilles, menant Jake et Holloway à travers une trappe dissimulée dans un passage souterrain renforcé qui reliait à un quai de bateau caché parmi les roseaux du lac. Derrière eux, des voix coordonnaient une recherche avec une précision militaire, mais le système de tunnel leur fit gagner de précieuses minutes pour atteindre l'eau. Le bateau rapide de Carrera était équipé d'un matériel de navigation et d'un équipement de communication qui rendrait leur évasion possible. « Vincent, comment saviez-vous qu'il nous trouverait ce soir » demanda Jake alors qu'ils traversaient l'eau sombre à toute vitesse. « Parce que je leur ai dit où je serais, » répondit Carrera, poussant le bateau à vitesse maximale. « Mais j'ai aussi dit à Rebecca Torres exactement quand exécuter les opérations de sauvetage. Pendant qu'ils perdent du temps à essayer de nous éliminer, les agents fédéraux frappent toutes les installations de trafic que nous avons identifiées. » Le téléphone de Jake vibra avec des messages chiffrés du réseau d'Holloway. Des rapports arrivaient de raids coordonnés à travers 3 États, installations violées, victimes extraites, opérateurs arrêtés. L'ampleur dépassait tout ce qu'ils avaient prévu. Établissement de soins de Riverside, 23 victimes secourues, dont Amy Chen. Jake lut sur son écran. Centre de traitement de Desert Springs, 31 victimes. 8 arrestations. Mountain View Recovery, 19 victimes. Installation sécurisée. Le bateau ralentit alors qu'ils approchaient d'une marina où d'autres véhicules attendaient. Linda Chen se tenait sur le quai à côté de l'agent Torres, les 2 femmes armées et alertes face aux menaces éventuelles. « Combien d'installations » demanda Holloway alors qu'il transférait dans une fourgonnette blindée que Torres avait fournie. 12 sites principaux, 8 emplacements secondaires, rapporta Torres. Nous avons secouru plus de 200 victimes jusqu'à présent, avec des opérations toujours en cours dans 4 autres installations. La coordination fonctionnait exactement comme prévu. Jake documenta tout avec son appareil photo tout en surveillant les reportages sur l'équipement de communication de Torres. L'histoire éclatait simultanément sur plusieurs réseaux avec des dossiers de preuves livrés à des journalistes dans 6 pays. « Vincent, où allons-nous maintenant ?» « Pour assister à la phase finale, » répondit Carrera. « La principale installation de traitement en Californie du Nord. C'est là qu'ils gardent les prisonniers de plus grande valeur et les opérateurs les plus dangereux. » Le trajet dura 8 heures, Torres coordonnant les ressources fédérales tandis que Jake préparait son équipement photographique pour documenter tout ce qu'il trouverait. Linda Chen était assise tranquillement, assimilant la réalité qu'elle pourrait enfin revoir sa fille après 30 ans de recherche. L'installation, déguisée en Sunset Manor Care Home, semblait paisible dans l'obscurité de l'aube, entourée de jardins et de sentiers de promenade qui suggéraient un établissement médical légitime. Mais l'objectif téléobjectif de Jake révéla des mesures de sécurité dignes d'une prison, capteurs de mouvement, postes de garde, fenêtres renforcées. C'est ici qu'ils ont amené Amy après l'avoir déplacé de l'établissement californien, expliqua Torres, étudiant les rapports de surveillance. Les renseignements suggèrent qu'ils consolident les prisonniers de grande valeur ici tout en se préparant à relocaliser les opérations à l'échelle internationale. Jake observa à travers son appareil photo le moment où les agents fédéraux prirent position autour de l'établissement. L'opération était coordonnée avec une précision militaire, mais les enjeux étaient personnels pour toutes les personnes impliquées. « Linda, êtes-vous prête pour ça » demanda Jake. « Je suis prête depuis 30 ans, » répondit-elle, vérifiant le pistolet que Torres lui avait donné. « Ma fille est dans ce bâtiment, et je la ramène à la maison ce soir. » Le raid commença par des effractions simultanées à plusieurs points d'entrée. Jake suivit l'équipe d'assaut par l'entrée principale, documentant tout pendant que les agents fédéraux sécurisaient les couloirs et commençaient à évacuer les prisonniers. Ce qu'ils trouvèrent à l'intérieur dépassa les pires attentes de Jake, des rangées de lits médicaux abritant des victimes de trafic qui avaient été maintenues sous sédatifs pendant des années. Des salles de traitement équipées pour la torture psychologique, des zones administratives avec des dossiers documentant des décennies de vente et d'achats humains. Dans l'aile et de l'établissement, l'appareil photo de Jake a capturé le moment où Linda Chen a retrouvé sa fille. Amy était consciente mais fortement médicamentée, confuse par le chaos mais reconnaissant quelque chose de familier dans la voix de sa mère qui l'appelait. « Amy, c'est maman » murmura Linda,
tenant le visage de sa fille dans ses mains. Je n'ai jamais cessé de te chercher. Tu rentres à la maison maintenant. Jake photographia leur retrouvaille tandis que les agents fédéraux documentaient les preuves qui garantiraient des poursuites pour toutes les personnes impliquées. L'ampleur de l'opération était stupéfiante, des victimes de 4 décennies, des acheteurs du monde entier, des opérateurs qui avaient construit un empire criminel international. Mais alors qu'ils se préparaient à évacuer les victimes secourues, Jake reçut un message qui le glaça, cibles principales éliminées, direction du réseau. Carrera, Torres, chaîne marquée pour élimination immédiate. Protocole 9 autorisé. Vincent Carrera vit le message et sourit d'un air sombre. Ils n'abandonnent pas. Même avec leurs opérations exposées et leurs installations compromises, ils vont essayer. Jake aborda les échecs de coordination, les exigences de préservation des preuves et les protections des lanceurs d'alerte. Le système actuel offre trop d'opportunités pour que les preuves disparaissent, que les témoins soient intimidés et que les enquêtes soient détournées par des conflits de juridiction, expliqua Jake au sénateur. Cette législation créerait des protocoles de signalement obligatoire, des mécanismes de surveillance indépendants et des ressources fédérales dédiées spécifiquement aux enquêtes sur le trafic. Le témoignage d'Amy apporta la perspective humaine qui transforma des discussions politiques abstraites en impératifs moraux urgents. S'exprimant avec l'assurance que lui conférait 2 ans d'expérience en plaidoyer, elle s'adressa au sénateur qui écoutait avec un respect évident pour son courage et son expertise. Les enfants victimes de la traite n'ont pas le temps des retards bureaucratiques ou des arguments de juridiction. Déclara clairement Amy. Chaque jour qui passe pendant que les agences se coordonnent et que les politiciens débattent représente un traumatisme supplémentaire pour les victimes qui attendent d'être secourues. La législation comprenait des dispositions pour l'indemnisation des victimes, un soutien psychologique spécialisé pour les traumatismes et des services de soutien à long terme. Basés sur des programmes qui s'étaient avérés efficaces pour les survivants de leur affaire. La fondation d'Amy avait fourni la recherche et les tests en conditions réelles qui démontraient qu'elle approche aider réellement les gens à reconstruire leur vie. L'agent Torres témoigna des améliorations en matière de partage de renseignements qui préviendraient le genre d'ignorance compartimenté qui avait permis au réseau de traite d'opérer avec une impunité quasi totale. Son groupe de travail avait développé de nouveaux protocoles basés sur les leçons tirées de l'enquête. Sur le réseau du comté de Cascade. Nous avons établi des systèmes de communication sécurisés qui permettent aux agences locales, étatiques et fédérales de partager des informations sur les enquêtes de traite sans compromettre les opérations en cours, expliqua Torres. Mais ces systèmes ont besoin d'un soutien législatif et de fonds dédiés pour être mis en œuvre à l'échelle nationale. L'audition comprenait des témoignages de membres de familles d'autres victimes de la traite, d'agents des forces de l'ordre qui avaient lutté avec des ressources inadéquates et des limitations juridictionnelles, et d'experts universitaires qui avaient étudié les réseaux de traite dans d'autres pays. L'étendue du soutien démontra que leur enquête avait catalysé une reconnaissance plus large des problèmes qui s'étendaient bien au-delà de leur cas spécifique. Marcus Holloway témoigna par liaison vidéo depuis un lieu sécurisé, son identité étant toujours protégée en raison de préoccupations de sécurité continue. Sa perspective sur la corruption au sein des agences d'application de la loi fournit aux sénateurs des aperçus inconfortables mais nécessaires sur la manière dont les réseaux de traite maintenaient une protection officielle. La corruption n'est pas toujours une question de paiement direct ou de pot de vin évident, expliqua Holloway. Parfois. Il s'agit d'une ignorance volontaire, d'explications commodes et de cultures institutionnelles qui privilégient les considérations politiques à la sécurité des victimes. Jake observa les sénateurs assimiler des témoignages qui remettaient en question des hypothèses confortables sur les forces de l'ordre américaines et la responsabilité gouvernementale. Certains semblaient sincèrement choqués par les preuves de défaillance systématique, tandis que d'autres semblaient plus préoccupés par les implications politiques que par les solutions politiques. Pendant les pauses des témoignages, Jake photographia les interactions entre les survivants, les défenseurs et les législateurs. Ces images documenteraient le processus législatif tout en montrant comment le traumatisme personnel avait été transformé en action politique qui pourrait prévenir des tragédies similaires. Linda Chen témoigna de l'importance de soutenir les membres de la famille qui mènent des enquêtes indépendantes lorsque les efforts officiels s'avèrent inadéquats. Son expérience démontra à la fois la valeur potentielle de l'implication civile et les ressources dont les familles avaient besoin pour être des défenseurs efficaces de leurs proches disparus.
Les parents, conjoints et frères et sœurs des victimes de la traite deviennent des enquêteurs par nécessité, pas par choix, expliqua Linda. Cette législation fournirait une formation, des ressources et des protections juridiques aux familles qui refusent d'accepter des enquêtes officielles inadéquates. Les questions du comité révélèrent à la fois un intérêt sincère pour la création d'une législation efficace et des préoccupations politiques concernant les coûts de mise en œuvre, les défis d'application et la résistance potentielle des agences qui seraient soumises à une surveillance et une responsabilisation accrue. Le sénateur ait conclu l'audition par des remarques suggérant un fort soutien bipartisan à la législation, bien que Jake reconnaisse que le soutien politique devrait être maintenu pendant des mois de travail en comité, de débats en plénière et de planification de la mise en œuvre. Les témoins qui ont comparu devant nous aujourd'hui représentent le meilleur des valeurs américaines, le courage face à l'injustice, la persévérance dans la recherche de la vérité et la compassion pour ceux qui ne peuvent se protéger, a déclaré le sénateur Hay. Leur enquête a mis en lumière des problèmes qui exigent des solutions législatives, et leur plaidoyer nous fournit des approches éprouvées qui peuvent rendre ces solutions efficaces. Alors que Jake rangeait ses appareils photo et ses notes, il réfléchit à la distance que leur enquête accidentelle avait parcourue depuis ses origines dans des bois reculés. La voiture de police abandonnée qui avait tout déclenché était maintenant une preuve dans une archive fédérale. Mais sa découverte avait généré des changements qui affecteraient les enquêtes sur le trafic pendant des décennies. Le processus législatif prendrait du temps, et la mise en œuvre exigerait un plaidoyer et une surveillance soutenue. Mais Jake était convaincu que leur travail avait créé une dynamique pour des réformes qui sauveraient des vies et préviendraient le genre de défaillance institutionnelle qui avait permis au réseau de trafic d'opérer en toute impunité. 5 ans après avoir découvert une voiture de police abandonnée dans les montagnes des Cascades, Jake Morrison se tenait de nouveau dans le jardin commémoratif qui, de tragédie, était devenu espoir. La lumière du petit matin filtrait à travers les chaînes qui avaient mûri pendant les années de procès, de législation et de guérison qui avait suivi son enquête accidentelle. Le jardin avait évolué au-delà de sa conception originale. Des groupes scolaires le visitaient régulièrement pour des programmes éducatifs sur la reconnaissance du trafic et le soutien aux survivants. Des agents des forces de l'ordre venaient pour des sessions de formation qui intégraient les leçons tirées de l'enquête du comté de Cascade. Des familles venaient de tout le pays pour se recueillir dans un lieu qui honorait à la fois la perte et la possibilité de la justice. Amy Chen s'approcha à travers la brume matinale, marchant avec l'assurance de quelqu'un qui avait retrouvé sa vie grâce à des années de travail de guérison difficile. En tant que directrice du Centre national de défense des survivants, elle était devenue l'une des voix les plus efficaces du pays pour les victimes de la traite, son expertise ancrée dans une expérience vécue qu'aucune étude universitaire ne pouvait reproduire. Les dernières statistiques sont arrivées du groupe de travail de Rebecca, dit Amy, s'installant à côté de Jake sur le banc qu'ils avaient installé près de la sculpture en bronze. 738 victimes secourues cette année grâce au protocole que nous avons aidé à développer. 42 réseaux de trafic démantelés avec des poursuites en attente dans 18 États. Jake photographia les fleurs printanières du jardin tout en assimilant la signification de ces chiffres. Chaque statistique représentait des vies sauvées, des familles réunies et une justice rendue pour des crimes qui auraient pu autrement rester cachés à jamais. Linda Chen émergea de derrière les pierres commémoratives, portant des fleurs fraîches pour remplacer les arrangements qui avaient résisté à la pluie de la semaine précédente. Son rôle de directrice exécutive du réseau de soutien aux familles d'enfants disparus avait évolué du deuil personnel vers une expertise professionnelle qui aidait d'autres familles à naviguer dans les défis complexes de la recherche de proches disparus. La Fondation Chen finance 3 nouvelles enquêtes sur des affaires classées ce mois-ci, rapporta Linda. Toutes basées sur des familles qui ont appris nos méthodes grâce à votre livre et à la série documentaire. L'arrivée de Marcus Holloway compléta leur réunion annuelle informelle. Sa transformation de fugitif caché en consultant respecté avait été progressive mais complète. Son expertise en matière d'enquête à long terme était désormais recherchée par les agences d'application de la loi à travers le pays. Des nouvelles de l'expansion internationale, demanda Jake. L'Union européenne a approuvé le financement d'une équipe spéciale multinationale basée sur notre modèle de coordination, répondit Holloway. Le Canada et le Mexique mettent en œuvre des programmes similaires. Ce que nous avons commencé ici est en train de devenir une approche mondiale de la lutte contre les réseaux de trafic. Le livre de Jake était devenu une lecture obligatoire dans les programmes de justice pénale,
les écoles de journalisme et les cours de formation. À la défense des victimes. La nature accidentelle de sa découverte résonnait auprès des gens qui comprenaient que les grands changements commençaient souvent par de petits moments de courage et de persévérance. L'agent Torres arriva alors que le soleil atteignait sa pleine force matinale, sa présence complétant le groupe qui s'était formé autour de cette première conversation dans une tour de guet isolée des années plus tôt. Son groupe de travail fédéral avait empêché des centaines de crimes de traite tout en développant de nouvelles techniques pour identifier et perturber les réseaux criminels. La loi complète sur la réforme anti-trafic a passé l'examen final, annonça Torres. La mise en œuvre complète commence le mois prochain avec un financement pour les services aux victimes, des protocoles d'enquête améliorés et des exigences de coordination obligatoires pour toutes les agences fédérales. Ils restèrent ensemble dans un silence confortable. 5 personnes, dont la vie avait été à jamais changée par la découverte que la justice exigeait parfois que des citoyens ordinaires affrontent un mal extraordinaire. Le jardin commémoratif autour d'eux représentait à la fois une fin et un commencement. Une conclusion pour les familles qui avaient enfin obtenu des réponses et un espoir pour les futures victimes qui pourraient être secourues plus rapidement grâce aux leçons tirées de la tragédie. Jake leva son appareil photo une dernière fois, cadrant une photo qui incluait ses compagnons sur fond de la sculpture commémorative et des chaînes qui avaient poussé fort dans un sol nourri par de douloureuses vérités. L'image compléterait son dossier photographique de leur parcours, de la découverte accidentelle au plaidoyer soutenu. Mais alors qu'il abaissait son appareil photo, le téléphone de Jake vibra avec un message qui lui rappela que leur travail ne serait jamais vraiment terminé. Photographe recherché pour une enquête sur une personne disparue, côte de l'Oregon. Circonstances similaires à votre affaire du comté de Cascade. Pouvez-vous aider? Jake montra le message à Amy, qui sourit avec la satisfaction sinistre de quelqu'un qui avait trouvé un but en empêchant les autres de vivre le traumatisme qu'elle avait survécu. Certaines histoires ne se terminent jamais, dit-elle. Elles inspirent juste de nouveau. Chapitre. Linda Chen hocha la tête en direction du pavillon éducatif du jardin commémoratif, où un groupe d'élèves du collège commençait leur programme sur la reconnaissance des situations de trafic et le soutien aux pères à risque. Chaque enfant qui apprend à reconnaître le danger, chaque adulte qui apprend à agir, chaque responsable qui apprend à se coordonner efficacement. Tous portent une partie de notre histoire, a déclaré Linda. La souffrance d'Amy, le sacrifice de Marcus, vos photographies, tout cela contribue à protéger des personnes que nous ne rencontrerons jamais. Jake remit son téléphone dans sa poche, sachant qu'il accepterait la nouvelle demande d'enquête. La voiture de police abandonnée qui avait lancé son voyage avait disparu depuis longtemps. Sécurisée dans une installation de preuve fédérale. Mais sa découverte lui avait appris que certaines responsabilités, une fois acceptées, devenaient des vocations permanentes. Le jardin commémoratif fleurissait autour d'eux, un témoignage de la vérité que la guérison était possible même des blessures les plus profondes. Et que la justice, bien que parfois retardée, pouvait devenir forte lorsqu'elle était entretenue par des personnes qui refusaient de laisser le mal se cacher dans l'obscurité.